exemple, je pense qu'il est à la portée de ceux qui veulent s'intéresser à cette histoire de le vérifier. Jusqu'à et pendant la guerre civile, les milieux juifs de Russie, donc on doit en induire forcément les milieux juifs new-yorkais. Pourquoi les milieux juifs new-yorkais? Je pose une question, hein, c'est moi qui la pose. J'ai pas à répondre là. Comment, par quel miracle, les milieux juifs new-yorkais auraient financé une révolution qui se propriait d'exproprier un sixième de la terre humaine, d'exproprier le capital? Réponse, Vas-y. parce que le marxisme serait un prolongement de l'eschatologie juive sous une forme laïcisée, une sorte de messianisme sans Dieu. Non, mais ça, c'est ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne connaissent que le catéchisme. Et comme leur pensée étroite est liée uniquement aux évangiles, et encore l'évangile, je respecte, mais au catéchisme, ils font du marxisme un catéchisme. Ils sont incapables de voir, le marxisme n'est pas eschatologique, absolument pas, et c'est pas une parousie. Il promet aucune parousie. Dès les premiers mots du manifeste communiste, Marx dit ou bien, hein, ou bien on renversera, ou bien le capital va se décomposer. Il n'y a jamais eu de messianisme. C'est les ennemis du marxisme qui l'ont toujours, c'est les Onfray, par exemple, tous les crétins actuels qui font du marxisme cela. Donc non, c'est pas vrai. Le socialisme, c'est pas la réalisation du paradis sur terre. Le socialisme, c'est la raison contre la déraison, c'est-à-dire rendre la propriété aux gens qui en ont été dépourvus. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où suffisamment le capital nous fait la preuve qu'il amène à l'absurdité, à la folie, à la déraison. Regardez le gender, regardez le féminisme, regardez l'antiracisme, hein, regardez tous ces aspects déraisonnables de la propriété privée des moyens de production. Le socialisme, c'est donc, pour moi, la raison. Simplement, rétablir le monde sous une base plus logique. Si vous trouvez raisonnable, messieurs les cagots, messieurs les bigots, que parce que des banques ont failli, on draine l'argent public pour les renflouer, pour qu'en plus ces gens puissent continuer à spéculer pour ruiner un peu plus ceux qui les auront renfloués, parce que c'est ça la logique du monde. Et ça, Je pense qu'il le dénoncerait avec vous. Non, justement, je ne les ai jamais entendus dénoncer le capital. Ils dénoncent toujours des aspects annexes. Parce qu'au fond, et ils l'ont prouvé pendant la manif pour tous, ils ne peuvent pas combattre. Ils sont obligés de donner des généalogies frauduleuses. Comme ils ont dit, par exemple, le gendaire, c'est Marx et Engels, j'ai entendu ça sur Radio Courtoisie, ou c'est Robespierre et Saint-Just, ouais, le gendaire. Ils ont dit que les fémènes, ils ont dit que c'était des sans-culottes, ce qui est doublement stupide, parce que les seules choses que gardaient ces putes du capital, c'était leurs culottes, pour notre plus grande satisfaction. Voilà ce que j'ai entendu. Non, mais voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce qu'ils ont fait dans le mouvement puissant, où il y avait à l'intérieur même des éléments qui étaient éduqués par le scoutisme, avec beaucoup d'officiers. Un mouvement qui aurait pu combattre. Ils l'ont amené à se mettre à genoux devant un valse et quelques fémènes. Et ces gens-là veulent nous donner des leçons. Moi, je suis un national-bolchevique, mais je le répète, pour moi, la révolution bolchevique, c'est un objet froid. Je ne crois pas que mes idéaux de jeunesse renaîtront. Je sais faire le deuil de certaines choses. Je sais sur quelle barricade je suis. Je suis d'accord pour être sur la même barricade de ceux qui dénoncent le pouvoir communautaire en France, cette insupportable police qui nous étouffe, qui nous asphyxie, qui fait des procès injustes et ineptes. Je suis d'accord. Je suis en bonne compagnie, par exemple, avec un monsieur que j'ai rencontré lors du centenaire de R, du dizainaire de R, qui est monsieur Escada, qui est un homme pour qui j'ai maintenant de l'estime. Je suis sûr qu'il ne partage pas mes idées, mais là je m'en moque. Je le considère. Je suis bien avec des gens comme ça. Mais je suis pas bien avec tous ces vieux staliniens à la retraite, ou tous ces penseurs coraniques ou catéchistes qui viennent souiller finalement un mouvement prométhéen pour faire passer leurs misérables opinions, comme on l'a entendu. Et je dirais même plus grave, je trouve que simplement ils ne font que annoncer du Courtois, du Glucksmann et du François Furet.
Pardonnez-moi Félix pour cette question, mais pourquoi c'est un sujet important? C'est une question, finalement, pour moi, tout ce sujet-là de la Révolution d'octobre, pour moi, c'est un sujet actuel, dans la mesure où, finalement, devant le monde tel qu'il est, ce qu'il devient, ou bien on a une position en se disant mieux vaut le mensonge efficace que la vérité. Moi, je serais pour. Hein. Si je pensais que le mensonge nous amenait à l'efficacité, je dirais ok, je serais pas là pour dire ça. Je viendrai pas le dire. Je répète, je m'en fous. Moi, je suis un combattant, je ne suis pas un penseur en chambre. Mais je pense que ces penseurs nous amènent à notre perte. J'en dirai pas plus. Je pense qu'il y a un tournant, là, qui est d'ailleurs très lié à la répression que nous avons subie, hein, où il y a de notre association qui était insolente, qui était novatrice, qui avait dynamité les vieux critères, où on entendait un authentique penseur génial nous dire qu'il était à la fois pour Louis XVI et pour Robespierre. Et aujourd'hui, c'est la vieille droite réactionnaire qui tient le haut du pavé. Et ce qu'on appelle la gauche du travail, qu'est-ce que c'est d'autre que du SOS racisme à la Dieudonné? Et moi, je m'inquiète, c'est tout. Je vois deux vieilles boutiques qui ont pignon sur rue, qui existaient bien avant que nous-mêmes nous existions, hein, bien avant 2007, qui ont repris, j'espère qu'un peu de radicalité, ce qui ne veut pas dire de la radicalisation, n'est-ce pas, de radicalité d'esprit, renaîtra, et que nous continuerons à travailler avec ces personnes, bien sûr, notamment, qui ont leur valeur. Hein. Par exemple, je vais dire Marion Sigaud, qui fait un travail exceptionnel pour la défense de la famille et des enfants. Elle se bat sur un front qui est nécessaire. Et ce front, il est remarquablement bien tenu par la résistance catholique. Et cette bourgeoisie catholique française, moi j'ai marché avec elle et je m'en flatte. Mais je dis que les penseurs de ce mouvement nous enduisent d'erreurs, pour parler comme Coluche. Voilà. Alors Félix, on parle beaucoup des mois de février et d'octobre 1917, mais qu'en est-il de la période qui a séparé ces deux événements? Pour expliquer d'une manière concrète comment cette radicalisation à gauche de la population a eu lieu, il faut parler des journées de juillet. Les journées de juillet, en deux mots, c'est un piège qui a été monté par le pouvoir bourgeois, et qui ont fait sortir prématurément dans une insurrection. Alors c'est là, il y a vraiment un mouvement à l'agent orange, à la Soros, dans la révolution, dans le déroulement de février-octobre. Moi, c'est les journées de juillet. Parce que même dans l'histoire de la révolution russe de Léon Trotsky dit carrément que c'était des drôles de types qui venaient exciter les ouvriers en leur disant c'est le moment, sortons, prenons le pouvoir. Et d'ailleurs, Trotsky dit que c'est souvent des agents du Bund. Hein. D'ailleurs, il est dit dans des termes qui le feraient qualifier d'antisémites. Passons. Ce sont des agitateurs qui ont provoqué les masses ouvrières des usines géantes et les paysans soldats qui sont sortis en armes. Mais avec comme mot d'ordre, obligeant le gouvernement provisoire à aller plus loin qu'il voulait aller. Ils se sont heurtés à une fusillade et à une répression et de nombreux morts. Résultat de ces journées de juillet, le parti bolchevique a été interdit. Lénine a dû s'enfuir en Finlande, se mettre une perruque, se raser la moustache. Trotsky a été enfermé à la forteresse Pierre et Paul. Les bolcheviks, beaucoup d'autres avec lui, bolcheviks. L'imprimerie de la Pravda a été détruite et les locaux des bolcheviks ont été piétinés par les officiers. Donc on a eu un recul de 10 pas en arrière en juillet, et pourtant ça a donné une balle au bond, parce que le retour de balancier, ça a été en réalité une révolution accélérée. Marx dit quelque part que parfois la révolution a besoin d'être aiguillée par la contre-révolution, et ça a été le cas, parce que sur cette lancée, Kerensky, qui avait remplacé le prince Lvov, le socialiste Kerensky, hein, qui dirigeait le gouvernement provisoire, avait pris langue avec le cosaque ultra-réactionnaire et sang noir Kornilov. Et Kornilov se proposait rien de moins que de liquider toute trace de révolution, et même de restaurer le tsar. Et c'est là que Kornilov a commencé à prendre peur, et que toute cette racaille social-démocrate a eu peur de ce général cosaque qui allait jusqu'au bout. Et donc, du coup, ils se sont réalliés aux bolcheviks pour faire une grève générale. Et l'offensive de Kornilov littéralement, elle a été comme un paix sur une toile cirée, j'ai pu oser cette ridicule métaphore.
elle a fait un flop ridicule. Les trains ne marchaient pas, ses troupes n'avançaient pas, ou fraternisaient, bref, elle a tourné court. Et du coup, ça a été un retour de balancier vers les bolcheviks. C'est pour juillet. Ça, c'est juillet-août. Juillet-août. Juillet, c'est les journées de juillet, la contre-révolution, et la tentative de Kornilov est en août. Mais en septembre, les bolcheviks et Lénine préparaient déjà le coup d'État. Tellement ils étaient forts. Félix, est-ce que vous diriez que l'opposition entre Trotsky et Staline synthétise l'opposition entre le nationalisme et l'internationalisme? D'une certaine manière, oui, puisque Staline va construire le socialisme dans un seul pays et Trotsky voulait toujours miser sur la révolution internationale. Donc oui, il y a deux conceptions. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la révolution qui veut continuer par Trotsky et l'accumulation primitive du capital qui va prendre son essor avec Staline. Staline comprend, moi à mon avis, ce qui prouve bien que j'ai cessé d'être trotskiste. Il y a belle lurette d'ailleurs. Hein. Staline comprend très bien que après l'écrasement de la révolution allemande, à deux reprises, hein, en 19 et en 23, que la révolution n'est plus possible pour une longue période. Et il comprend que la tâche, parce qu'il reste menchevique, Staline, la tâche de la Russie, c'est de devenir un pays capitaliste et très industriel, mais il va le faire sous une forme socialisée. Trotsky a toujours dit que le pouvoir de Staline, c'était un État ouvrier, mais dégénéré, dirigé par une bureaucratie. Mais c'est quoi cette bureaucratie? C'est une nouvelle bourgeoisie collective, c'est tout. Et je peux prouver ce que je dis, tout simplement par 1989, 90. S'il y avait eu des restes de la révolution d'octobre dans le régime instauré par Staline, on n'aurait pas réinstauré pacifiquement le capital. Quand Trotsky disait que l'alternative était ou bien la bureaucratie rétablira le capitalisme à son profit, ou bien les masses populaires le renverseront, dans les deux cas, il voyait quand même contre-révolution, révolution. Mais là, ça a été quoi? Ça a été juste des gens qui possédaient déjà les moyens de production, mais qui ne les possédaient pas juridiquement, qui ont rétabli juridiquement le capitalisme. Et qui ont amené d'ailleurs l'ex-URSS dans cette faillite effroyable que nous connaissons. Et là, par contre, les amateurs de pouvoir communautaire seront servis. Parce que sous le régime de Staline, ils se sont eux-mêmes largement servis. Et heureusement, nous avons eu la réaction poutinienne qui a sorti la Russie de ce marasme. Chers auditeurs, Alain Soral vient d'arriver dans le studio. Alain Soral, bonjour. Oui, alors je viens toujours en retard exprès parce que même si je suis politiquement autogestionnaire, psychologiquement, je suis très dictatorial et j'ai tendance à couper la parole systématiquement et à monopoliser la parole. Donc comme je le sais, maintenant ma technique c'est que je viens après. Voilà. Alors avec Félix, nous parlions du régime de la révolution bolchevique, puis du régime de Staline. C'est un régime qui vous a intéressé, Alain Soral? Oui, moi, il faut quand même rappeler que je suis passé par le Parti communiste et surtout que je me suis passionné pour le marxisme pendant des années. Donc, j'ai beaucoup lu, contrairement à d'autres qui en parlent, parce que c'est beaucoup de temps de lecture. Hein. Il y a, chez Lucien Sèvres, il y a la théorie marxiste, ça s'appelle la psychologie marxiste, qui est la théorie de l'emploi du temps. C'est-à-dire à quoi le fatum te permet de consacrer ton temps de loisir, temps de travail, etc., etc. Ce qui est un concept très intéressant, la notion de psychologie liée au temps de travail, au sens qui est un critère dur, objectif, un concept dur comme le point de vue. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la poésie, c'est d'où tu vois les choses, position de classe, etc., etc. Et donc je me suis passionné pour le marxisme, je me suis un peu engagé dans le communisme. Là, je rappellerai que je suis rentré physiquement au Parti communiste en 91, c'est-à-dire après le putsch pour essayer de maintenir en place l'URSS. Quand j'ai vu que l'URSS était tombée, je me suis dit, on peut être communiste puisqu'on ne peut plus être considéré comme allégeant à un État étranger, une puissance étrangère, qui était le reproche qu'on pouvait légitimement faire au Parti communiste français, qui était quand même aligné sur Moscou. Et comme disait De Gaulle, il faut avoir des alliés, mais pas des protecteurs, entre guillemets. Donc moi, je suis rentré au Parti communiste français en 1991. C'est-à-dire au moment où c'était perdu. Parce que ça redevenait intéressant sur le plan de la critique de l'outil théorique et pratique qui était, n'oublions pas que l'intérêt du marxisme, c'est la critique du capitalisme
comme processus historique à 3 dimensions, hein, dimension économique, mais aussi épistémologique et poétique. Hein, ça produit une totalité. Hein, faut pas oublier, c'est pas que de la critique de l'économie. Ça produit, je dirais même, une psyché, ça s'appelle la bourgeoisie. Hein, voilà, produit la littérature bourgeoise, l'individualisme bourgeois, la notion bourgeoise de la liberté, de la conscience, etc., etc. Donc, après ce préambule, je me suis aussi beaucoup intéressé aux grands personnages de l'histoire, parce que, pour le dire, à une époque où pour écrire j'étais gardien de château, j'avais comme lecture le dictionnaire historique Moore en 8 volumes, et je lisais par ordre alphabétique des pages tous les jours pour des raisons de discipline. Et j'ai quand même compris assez jeune qu'à l'époque où on baignait à l'époque dans le giscardisme, je crois, ou le post-giscardisme, que heureusement qu'il y avait eu des grands personnages de l'histoire comme Napoléon, Hitler et Staline pour qu'on ait des émissions à faire sur Arte. Parce que sinon, les grilles de programme seraient assez vides si on ne parlait que de l'épopée giscardienne. Vous voyez. Et quand tu t'intéresses à Staline, tu ne peux plus être dans, je veux dire, l'anti-stalinisme militant de connard, qu'on va dire soit petit bourgeois, soit droitard, parce que tu es face à un immense personnage. Et surtout, ce qui m'a intéressé très fort chez Staline, comme d'ailleurs, je dirais, chez Hitler, c'est que contrairement au personnel politique dominant de la période occidentale récente, ce ne sont pas des fils à papa. Hein, je fais souvent ce parallèle qui est une question morale, c'est que Churchill a du sang plein les mains comme Staline, mais Churchill, c'est un fils à papa, alors que Staline, tout ce qu'il a fait subir aux autres, il l'a d'abord subi lui-même. C'est un fils de pauvre, mutilé physiquement, battu, condamné à la déportation. Et la Sibérie, le goulag, il y a été, lui. Hein. Faut pas oublier que c'est pas l'URSS qui a inventé le goulag. Hein. De même que c'est la Troisième République qui a inventé les camps de rétention pour juifs en 40. Faut pas oublier, hein, comme le rappelle très bien De Grelle dans certaines vidéos pédagogiques. Et donc déjà, j'ai beaucoup plus de respect pour la violence de Staline que pour celle de Churchill, qui est une ordure intégrale. Hein. Il suffit il n'y a pas pire. Parce que Churchill, c'est un grand bourgeois fils à papa que son père prenait pour un con, qui politiquement était cramé après les Dardanelles et qui est revenu grâce à de l'argent de Baruch et Warburg pour lutter contre Chamberlain et donc faire une politique de guerre, qui, comme le dit d'ailleurs Hitler dans son testament, a ruiné l'Empire anglais. Hein. Et donc, c'est sa première dimension. Donc, je me dis, Staline, c'est un vrai autodidacte déclassé qui a lutté à mort. Il braquait des banques, hein, attention, qui est un mec, comme je dis, en prison, c'est pas lui qui aurait fait les pipes et le café, hein, contrairement à Churchill. Hein, voilà. Donc, moi, en tant qu'autodidacte et déclassé, et petit gars des rues, j'ai toujours eu ce respect viscéral pour l'épopée de Staline. Et d'ailleurs, un peu aussi pour l'épopée d'Hitler. Mais chez Staline, il n'y a pas la dimension raciale qui me gênait en tant que Français. Parce que je rappelle que je suis national-socialiste français. Donc là-dedans, il n'y a aucune dimension raciale. Parce que ça ne correspond pas à notre logiciel, comme l'explique très bien Emmanuel Todd. Et donc, la première chose qui fait que j'ai un peu respecté Staline, c'est son parcours d'aventurier politique qui va jusqu'à braquer des banques pour le parti, etc. C'est-à-dire que la révolution bolchevique s'est faite grâce à des mecs comme lui. Hein, parce que Lénine, il faisait de la théorie et il était un peu souffreteux. Staline, il envoyait. N'oubliez pas que Staline, c'est le sanguinaire de la révolution bolchevique, puisque c'est lui qui a organisé, coordonné l'armée rouge, et c'est lui qui a réprimé Kronstadt, etc. C'est-à-dire que l'idée que Staline serait un boucher et Trotsky un intellectuel est totalement fausse. Le boucher, c'est Trotsky, qui est en plus un bourgeois et une femmelette. Et même sur le plan théorique, si on lit par exemple les écrits de Staline sur la linguistique, hein, le mot chien ne mord pas, et si on lit les principes du léninisme par Staline, intellectuellement même, Staline pèse plus lourd que Trotsky, qui n'est absolument pas un intellectuel. Je veux dire, la notion de révolution permanente, c'est un slogan, ce n'est absolument pas un concept politique. Il n'y a pas de théorie chez comme dirait Trotsky. Trotsky, c'est un organisateur, c'est comment dirais-je, un type qui a manié la badine, un publiciste, effectivement, mais il n'y a pas de théorie des trotskistes. Et en plus, l'autre aspect, c'est que les trotskistes n'ont jamais géré aucun pays. Ce sont des saboteurs professionnels, à part peut-être, si on veut faire de l'humour, peut-être Israël, c'est peut-être le seul endroit où ils ont géré un peu. À l'époque, il fallait mentir sur l'idée que c'était un pays socialiste et laïque avec le kibbutz. Ils ont beaucoup aidé à faire croire ça, pour cacher que c'était une théocratie militaire. Mais au moins, Staline a géré un pays. Et s'il a pu, je dirais, prendre le pouvoir, finalement, c'est déjà parce qu'il a comme dirais-je, Trotsky et les gens qui étaient derrière Trotsky l'ont méprisé. Hein, c'était quand même le bourgeois Trotsky
qui méprisait le plouc Staline, et Staline l'a quand même vaincu politiquement déjà en interne. Et ça déjà, moi, ça me plaît parce que c'est mon côté PCF, c'est-à-dire j'ai toujours préféré l'ouvrier du PCF, avec son intelligence fondée sur la praxis, au manipulateur trotskiste, qui était en général un type de la moyenne, voire de la grande bourgeoisie juive ashkénaze. Donc il y avait ce côté pro-stalinien, était lié à mon attachement pour la classe ouvrière, le bon sens issu de la praxis, l'intelligence pratique. Il y a tout ça chez Staline. Après, toutes les méchancetés qu'on veut dire sur Staline, tout le monde les a déjà dites. Donc moi, je suis là pour dire les choses qu'on ne dit jamais. Et après, si Staline a pu prendre le pouvoir en Russie, c'est que le tsarisme et cet empire féodal était en bout de course, et que d'ailleurs cette très belle famille, comment dirais-je, Romanov, avait la beauté des dégénérés. Le fils était hémophile, lui ne voulait pas régner, il était dépressif, ils ont commis des erreurs à tire-larigot, il s'est impliqué personnellement dans la guerre contre l'Allemagne, donc il a dû assumer la défaite. Il ne faut pas oublier que toute l'intelligentsia à partir de 1880, des gens qui écrivent, notamment Dostoïevski et Tolstoï, aspirent à une révolution de type social et à mettre à bas le régime. Donc même s'il y a eu ce coup d'État bolchevique qui succède aussi à une révolution bourgeoise avec Kerensky, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas passé de la féodalité à Staline. On est passé de la féodalité à Kerensky, à cette bourgeoisie qui a voulu continuer la guerre, compromise, prétentieuse, inepte et inapte, qui a fait le lit, par son inconséquence et son incapacité, du coup d'État bolchevique. Déjà, faut restituer ça. Dans un pays qui, je le rappelle, était un pays où des millions et des millions de moujiks étaient absolument pas pris en charge à aucun moment. C'était des travailleurs pauvres, incultes. Il suffit de lire Tolstoï et de voir la fin de la vie de Tolstoï pour voir à quel point les élites, les intelligences et les belles âmes russes avaient conscience de tout ça. Et là, je le dis encore, si on regarde l'épopée de l'URSS, Staline a fait, à marche forcée certes, et c'est un coup humain, de la Russie, qui était la 5e puissance du monde et qui se faisait battre par les Japonais, par les Allemands et par tout le monde, oui, même la Finlande, il en a fait la 2e puissance du monde qui rivalisait avec les États-Unis d'Amérique. Je veux dire, Staline, c'est Spoutnik. Staline, c'est ça, Donc c'est une immense fierté pour les Russes. Et surtout, si on prend non pas Solzhenitsyn comme exemple, c'est-à-dire un intellectuel de la moyenne bourgeoisie, qui est quand même la classe qui ouvre sa gueule en permanence, mais si on prend l'immense majorité des Russes, c'est-à-dire le paysan et l'ouvrier, leur condition de vie s'est objectivement améliorée sous Staline et grâce à Staline par rapport à ce qu'étaient leurs conditions sous le tsarisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans l'URSS toute une dimension indéniable d'État-providence pour les pauvres, un niveau d'éducation jamais atteint nulle part ailleurs pour l'ensemble de la population, y compris les ouvriers. C'est-à-dire qu'on avait des enfants d'ouvriers qui devenaient des virtuoses de musique classique, ce qui existe très peu dans la bourgeoisie occidentale. Il y avait les congés payés, la médecine gratuite, les logements. Et si vous allez à Moscou, comme je l'ai fait moi, et que vous regardez les logements sociaux de l'époque stalinienne par rapport à ceux notamment de l'époque de la déstalinisation, c'est-à-dire de Khrouchtchev, on comprend le respect du peuple